La croissance économique est-elle vraiment synonyme de progrès et de bonheur? À l'heure où les crises écologiques et sociales s'intensifient, ce modèle semble atteindre ses limites. Et si moins, c'était mieux. On en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'attaque à un concept qui fait débat, la décroissance. Alors que la quête de progrès économique semble s'être imposée comme une évidence dans notre société, cette course effrénée nous mènerait droit dans le mur. Une question donc, la décroissance est-elle une nécessité pour sauver la planète ou tout simplement une utopie? J'en parle avec Timothée Paric. Bonjour. Bonjour. Timothée, tu es chercheur en économie écologique et tu es l'une des figures montantes de la décroissance, un sujet auquel tu as consacré pas moins de 800 pages de thèse. Pas très décroissant tout ça. Heureusement, pour les moins téméraires d'entre nous, il y a ton livre « Ralentir ou périr » paru en 2022. Timothée, je suis désolé, je vais commencer sans aucune finesse. Je vais te montrer quelqu'un qui, selon moi, est décroissant. Alors tu vois sur cette image, c'est quelqu'un qui s'éclaire à la bougie, qui se déplace à cheval et qui mange des racines bouillies dans une grotte avec ses amis. C'est ça que tu veux nous imposer ? C'est vrai que c'est un malentendu qui, malheureusement, on entend trop souvent. Mais la décroissance, en fait, c'est un petit peu l'inverse de la croissance. La croissance, c'est une augmentation agrégée de la production et de la consommation, mais ça te dit en rien la composition de ce qu'une économie va faire. Donc l'idée de décroissance, c'est venir produire et consommer moins, mais dans la sélection de ce qu'on va décider de produire et consommer moins, on peut encore se permettre d'avoir une composition économique intéressante. Par exemple, de garder des technologies de pointe concernant, par exemple, la médecine, la santé, les soins bucco-dentaires qui reviennent tout le temps dans ce débat, je ne sais pas pourquoi, les trains, toutes ces choses-là, mais pour autant d'enlever d'autres technologies. Donc c'est de faire un mix. Le but, c'est de partir d'un budget biophysique qui est limité, on le sait, un budget carbone, un budget sol, un budget eau, qui aujourd'hui, malheureusement, on surutilise, et de faire baisser en sélectionnant les biens et les services que l'on peut se permettre soit d'utiliser moins, soit de ne plus utiliser. Du coup, si on se lance sur les définitions, la décroissance, c'est quoi? Est-ce que c'est le contraire de la croissance? Alors, je la définis en 5 points si on veut vraiment être rigoureux. Donc, le premier point, c'est une réduction de la production et de la consommation. On l'a vu, donc une économie qui va ralentir de manière agrégée. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises, toutes les municipalités, tous les ménages vont moins produire et moins consommer. Ça veut dire que pendant une période, donc une période de transition écologique, la somme totale de toutes les interventions économiques va mener en fait, un ralentissement du rythme global macroéconomique qu'on mesure souvent par le PIB, mais qu'on peut mesurer autrement. Donc, réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. On l'a vu, on ne le fait pas par plaisir, on le fait parce qu'on n'arrive pas, en fait, à revenir sous le seuil des limites planétaires. On n'arrive pas à faire baisser notre empreinte écologique qui reste trop haute, d'où le besoin de ce grand régime macroéconomique. Donc, réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. Et après, dans ma définition, pour être rigoureux, je rajoute 3 éléments. Planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Ça, c'est des choses, ça peut paraître un petit peu évident quand on l'entend. C'est vrai que la décroissance, c'est une forme de contraction économique qui est propre. C'est pas comme une récession, une crise économique, une pandémie, un confinement. C'est vraiment plus une stratégie de transition écologique. Et donc, il va falloir la planifier de manière consciente, de manière intelligente. On l'a vu, pour sélectionner les biens et les services en fait, qui alourdissent l'empreinte écologique pour que ça soit efficace, mais ne pas commencer aussi par les biens et services les plus essentiels. Si on veut faire baisser la consommation d'énergie ici en Suisse, on ne commence pas par fermer les hôpitaux. On se rend bien compte de pourquoi. Donc, il y a le besoin d'une certaine planification, et cette planification, en fait, elle est informée toujours par l'efficacité écologique, on l'a dit, mais aussi par la justice sociale, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, et aussi par le bien-être, parce qu'au final, on fait de l'économie. L'économie, elle n'est pas là pour faire joli. Elle est là pour satisfaire des besoins, et on a envie que pendant la transition et après, l'économie, elle continue à faire ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire contenter, permettre la prospérité de tous. Tu le notes beaucoup dans ton livre, le PIB, le produit intérieur brut, est devenu absolument central pour orienter l'action politique. On fait fausse route d'après toi ? Oui, le PIB, c'est un vieil indicateur. Il a été inventé dans les années 30 aux États-Unis, en pleine Grande Dépression. C'était un indicateur de crise. Il faut imaginer un peu une économie en PLS. Et le PIB, c'était un peu un indicateur de réanimation économique. Est-ce que le pouls de l'économie recontinue ? Mais c'est pas un indicateur, et d'ailleurs les personnes qui l'avaient créé à l'époque, les statisticiens, ils disaient au gouvernement américain, attention, ne l'utilisez pas pendant un temps de paix ou un temps long, parce que c'est un indicateur de crise, mais il va pas vous indiquer la santé d'une économie. De la même manière que s'il y a quelqu'un qui perd connaissance, on mesure son pouls pour voir s'il revient à la vie,
Mais la santé d'une personne sur une période de 30 ans, si tu continues juste à mesurer le pouls, ça va pas te dire grand-chose sur est-ce que cette personne, elle est heureuse, est-ce qu'elle mange assez ou non. Donc le PIB, comme cette espèce de grand podomètre un peu monétaire, c'est un indicateur un peu simplet. On peut le calculer. Pour nous, les économistes, c'est intéressant. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on lui donne beaucoup trop d'importance. Donc par exemple, on va voir, on fait face à un réchauffement climatique avec des conséquences potentiellement dramatiques. On sait qu'il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais là, on va se dire, non, attention, on va pas le faire parce qu'on prendrait le risque de ralentir la croissance, c'est-à-dire l'augmentation du PIB. Donc là, pour moi, ça me paraît être quand même des priorités inversées. De se dire, on est en train de sacrifier l'habitabilité de la planète et la stabilité du climat, donc quelque chose de fondamental non seulement pour le fonctionnement économique, mais pour la société en général. Tout ça pour ne pas faire baisser des points de PIB de notre indicateur imaginaire qu'on garde sur un tableau Excel. Donc il y a cette critique du PIB, mais il y a aussi cette critique de notion de découplage. C'est l'idée selon laquelle l'économie pourrait continuer à croître tout en réduisant son impact écologique. Ça se découple en fait des impacts écologiques. En résumé, on va croître sans détruire la planète. Elle te plaît pas cette idée de croissance verte ? Mais moi j'aimerais bien, ça me faciliterait la vie. Et quand on y réfléchit un petit peu, et moi j'ai passé plusieurs années à faire des recherches assez abouties sur le sujet, et donc, quand on regarde vraiment produire et consommer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mobiliser des matériaux, de la biomasse, de l'eau, de l'énergie, confectionner quelque chose, c'est-à-dire se déplacer, c'est-à-dire se chauffer, c'est-à-dire s'alimenter en électricité. C'est difficile d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait chaque année en fait produire et consommer plus, donc de manière exponentielle, parce que là, c'est ça la croissance, c'est un pourcentage d'un volume d'activité économique préexistante. Donc, d'avoir une économie qui va doubler à chaque fois tout en utilisant moins d'énergie, moins d'eau, moins de matériaux. Alors, bien sûr, il ne faut pas sous-estimer les progrès de l'innovation sociale et les progrès techniques qui nous permettent d'être plus efficients. Mais il y a aussi un effet volume. Donc, si chaque année, on arrive à produire, je ne sais pas, par exemple, des voitures de manière plus efficace, avec une énergie qui est moins carbonée, c'est bien. Mais si on produit 2, 3, 4 fois plus de voitures, malheureusement, ça vient annuler les gains. Et je pense que c'est des stratégies. La croissance verte, telle qu'on l'entend souvent dans les médias et dans la bouche des partis politiques, ça, scientifiquement, elle n'existe pas. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de venir combiner un petit peu les approches, de se dire tout ce qu'on peut faire par la décroissance, c'est-à-dire par la sobriété, par le renoncement productif, tout ce qu'on peut se permettre de ne plus produire, ne plus consommer, ça c'est bien, c'est une façon assez rapide d'alléger les empreintes écologiques. Et après, bien sûr, on peut ajouter un aspect efficience où on va essayer d'améliorer, de substituer, de changer la composition, de changer les sources d'énergie pour faire en sorte que ces choses que l'on ne peut pas se permettre d'arrêter de produire et de consommer, on les produit et on les consomme de la manière avec le moins d'impact sur la nature. Quand tu dis la croissance verte n'existe pas, tu dis qu'il y a un consensus scientifique autour du fait que le découplage n'a pas encore eu lieu ou n'a pas lieu. Oui, ça fait moi depuis 2018 que vraiment je fais une veille scientifique sur ces sujets et il n'y a aucune preuve aujourd'hui empirique qui montrerait que un pays au monde ait réussi sur le long terme à faire croître son économie tout en faisant baisser son empreinte écologique totale. Ça n'existe pas. Les seules croissances soi-disant vertes, c'est des petits moments où on va choisir peut-être un indicateur, par exemple les émissions carbone territoriales de la Suisse, donc une toute petite partie des émissions suisses, et de se dire, regardez, ça baisse et le PIB augmente. Et donc, on a l'impression que c'est un découplage. Mais moi, j'explique toujours, ce qui est important, c'est pas juste de regarder un indicateur. Pareil pour l'insanté. Si je regarde juste, regardez, j'ai perdu du poids parce que le poids de mon avant-bras, j'ai perdu quelques grammes. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la pleine santé. Donc, il faut regarder tous les organes. Et quand on regarde tous les organes d'une économie, par exemple l'économie suisse, on voit une empreinte écologique qui est très supérieure à ce qu'on appelle la biocapacité des écosystèmes, donc qui reste en surchauffe et qui n'arrive pas à baisser. C'est vrai que cette notion d'impact écologique est très multidimensionnelle, donc il faut faire bien attention à mesurer tous les impacts écologiques, quels qu'ils soient. Toi, tu défends la décroissance comme un modèle qui pourrait aussi apporter de nombreux bénéfices sociaux. Tu as des exemples concrets d'initiatives décroissantes efficaces ? Oui, alors on va commencer par là. Produire et consommer moins. Donc si on arrive par exemple à simplifier certains besoins, se rendre compte, si on a des protocoles de partage d'objets, on peut se permettre de ne pas avoir chacun chez nous, un escabeau, une perceuse. Si au niveau d'un quartier, on a par exemple une ressourcerie, on peut emprunter la perceuse qu'on utilise une fois par an, on peut se permettre de toujours avoir la même qualité de vie.
en termes d'accès à la perceuse, mais en produisant 10 fois moins de perceuses. Ça veut dire qu'on ne peut se permettre de mobiliser donc 10 fois moins de matériaux pour produire ces perceuses, mais aussi 10 fois moins d'heures de travail pour les produire, ces perceuses, et pour extraire les matériaux pour produire les perceuses, et aussi pour déplacer les perceuses qui ont été produites, les vendre et faire le service après-vente. C'est-à-dire que, en fait, simplifier ce besoin, où là on garde la même qualité de vie, à qualité de vie égale, on peut se permettre de réduire l'extraction de ressources naturelles, ça allège l'empreinte écologique, c'est bien, mais aussi de travailler moins. Et ça, c'est quand même, pour moi, la définition du progrès économique. C'est d'arriver, en fait, à rehausser sa qualité de vie tout en minimisant, c'est pour ça qu'on appelle ça une économie, ça économise des ressources écologiques, mais aussi humaines. Et donc, l'un des avantages de la décroissance, et je pense que ça résonnera beaucoup avec les priorités des pays à haut revenu, où on ressent les effets, en fait, du surtravail, du burn-out, du manque de sens dans certaines parties de l'économie, de se dire, si on arrive à simplifier des besoins, ça veut dire qu'on arrivera à libérer du temps libre, un temps libre qui n'est pas forcément un temps oisif, c'est un temps qui pourra être passé pour produire d'autres formes de richesse. Si l'épisode vous plaît jusque-là, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Merci. J'ai été un peu mal poli jusque-là parce que je t'ai pas dit bienvenue, parce que tu as été embauché récemment à HEC Lausanne l'automne passé. Ça a provoqué quelques remous dans les milieux économiques, notamment dans le média l'AGFI, où on t'a reproché d'être trop militant et de pas avoir assez publié. Alors ça, c'est un peu un épiphénomène. Mais tu penses que c'est révélateur de la manière dont les économistes comme toi sont perçus ? Alors, la décroissance, au début des années 2000, était très controversée. C'est vrai que le concept a été inventé en 2002, il n'y avait pas beaucoup de précédents avant, et c'est vrai que ça fait un mot, c'est un pavé dans la mare quand on parle de décroissance, surtout chez nous les économistes où on a l'habitude d'étudier la croissance, mais on n'a pas l'habitude de la remettre en question. Et donc au début des années 2000, grande controverse. Une controverse qui s'est quand même un peu étouffée parce qu'on a eu le développement d'un champ d'études, donc les études autour de la décroissance, avec aujourd'hui plus de 1000 articles scientifiques et beaucoup de personnes comme moi qui ont fait des doctorats sur le sujet et qui sont maintenant en poste à faire de la recherche. Donc je pense que la décroissance et l'économie écologique en général s'est fait une place dans les sciences économiques de manière peu controversée. Et cet article reflétait très mal la réalité de la situation. Moi, j'ai été très bien accueilli à HEC Lausanne et je travaille donc depuis octobre avec de nombreux collègues à la faculté d'études commerciales et dans d'autres facultés de l'université de Lausanne qui sont très intéressés par le sujet, des personnes qui n'ont pas travaillé sur le sujet, qui travaillent sur d'autres sujets. Donc je pense que c'est le rôle des universitaires d'ailleurs d'explorer des sujets controversés. Si on nous demandait juste d'explorer des sujets où tout le monde est déjà d'accord, ça servirait à rien d'avoir des universités. Ce qui est intéressant aujourd'hui, surtout dans une situation écologiquement dangereuse et incertaine, c'est d'avoir des options. On veut des plans A, mais on veut aussi plan B, plan C, plan D. Et la décroissance, pour moi, c'est un scénario, on l'a sous-investi. On l'a sous-estimé avant. Et par exemple, on aurait adoré, en fait, mieux comprendre les mécanismes de contraction économique avant la pandémie. Ça, on aurait adoré. Les instruments pour permettre de faire fonctionner une économie sans croissance, donc ce que certains appellent la prospérité sans croissance, ça aurait été ultra utile. Donc ne refaisons pas la même erreur, parce que peut-être un jour, on va se retrouver face au mur où l'on devra accepter un certain ralentissement de l'économie. Et là, ça sera très intéressant d'avoir une décennie de recherche avec des gens qui vous expliquent comment financer les retraites, les systèmes de santé, comment éviter le chômage, comment éviter que certains ménages tombent dans la pauvreté, comment éviter les conflits internationaux liés au commerce à cause de ce ralentissement. On est d'accord que les hommes et femmes politiques aujourd'hui ne sont pas conseillés par des économistes décroissants. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire des économistes décroissants. Moi, je me qualifierais même pas d'économiste décroissant. Moi, je suis économiste écologique. Ma spécialité, c'est l'étude des liens entre l'économie et l'environnement. Et c'est vrai que malheureusement, ces personnes comme moi qui se spécialisent un petit peu là-dessus, les économistes de l'environnement, on n'est pas les premiers à être invités par les partis politiques parce que malheureusement, l'écologie n'est pas une priorité. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde où ça soit vraiment la priorité. Et nous, notre argument principal, c'est de dire, en fait, une économie sur le long terme, elle ne peut pas prospérer dans une nature qui se meurt. En fait, venir maximiser à court terme le PIB aux dépens de la santé des écosystèmes, c'est un petit peu scier la branche sur laquelle l'économie est assise. Donc même si l'on voulait vraiment atteindre des objectifs d'économie classiques, la stabilité des prix, la stabilité financière, le plein emploi, l'équilibre du commerce international, la lutte contre la pauvreté, même dans ce cas-là, en fait, on aurait intérêt aujourd'hui à penser de manière intelligente
à la transition écologique pour éviter une dégradation potentiellement irréversible des écosystèmes et de tous les services qu'ils nous apportent. Ici, en Suisse, on a une concentration de multinationales très importante. C'est la plus forte au monde par habitant. Dans la finance, le négoce de matières premières, l'agrochimie ou encore la pharma. Est-ce qu'un pays peut prendre un virage décroissant tout en hébergeant des géants qui, a priori, fonctionnent toujours sur un modèle de profit à tout prix? Alors, la croissance, la manière dont on l'étudie, elle a plusieurs moteurs. Elle a un moteur au niveau de la consommation. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut que les ménages soient prêts à toujours consommer plus. Là, c'est ce que certains appellent le consumérisme. Il y a un moteur au niveau des entreprises. Bien sûr, il faut que ces entreprises produisent plus. Et il y a un moteur au niveau du gouvernement et de la régulation. Donc, il faut que le gouvernement fasse des politiques de croissance pour faciliter ces augmentations de consommation et ces augmentations de production. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des entreprises, et surtout les multinationales, sont organisées autour de la poursuite, non pas de la croissance, parce que c'est pas un indicateur, les entreprises n'ont pas de PIB, mais de la croissance de leurs profits. Donc en fait, elles sont enfermées un peu dans un productivisme monétaire où elles vont avoir tendance à faire la même erreur qu'un pays à l'échelle macroéconomique, c'est-à-dire de sous-estimer la santé des écosystèmes pour maximiser en fait un retour monétaire de court terme. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai frein à la transition écologique. Et on voit aujourd'hui des grandes entreprises qui sont absolument clés dans la transition, je pense notamment aux entreprises énergétiques et surtout d'extraction pétrolière, qui n'ont pas eu la possibilité d'accepter et d'organiser un renoncement productif, c'est-à-dire de se dire, tiens, on va s'engager à moins extraire, moins produire, moins vendre d'énergie fossile parce qu'on se rend compte qu'il faut faire une transition rapide. En fait, ces entreprises n'ont pas pu le faire et on comprend pourquoi institutionnellement. C'est des entreprises commerciales à but lucratif et donc leur responsabilité institutionnelle, c'est de maximiser les profits et donc à partir du moment où vendre du pétrole continuera d'être source de profit, on ne peut pas s'attendre à que volontairement ces entreprises fassent quelque chose d'autre. Donc nous, ce qu'on étudie en économie institutionnelle, c'est un petit peu la structure de comment on organise un gouvernement, comment on organise un système fiscal, comment on organise des politiques monétaires, comment on organise des entreprises, quels sont leurs statuts légaux, quelles sont les cultures d'entreprise qui font en sorte que certaines entreprises aujourd'hui ont l'agilité de faire transition. Je pense notamment à certaines coopératives à lucrativité limitée qui, elles, vu qu'elles n'ont pas en fait un impératif de lucrativité, elles peuvent se dire tiens, nous pendant une période de transition, on va sacrifier une partie de nos profits potentiels, mais on va faire ça pour faire une redirection écologique qui va nous permettre en fait d'alléger l'empreinte écologique. Et donc aujourd'hui, quand on parle de changement de composition, là on voit c'est pas un retour en arrière, c'est un progrès économique de se dire il va falloir inventer des nouvelles formes de redistribution, des nouvelles formes de financement des services publics, des nouvelles formes d'organisation productive et aussi des nouveaux imaginaires de consommation pour se permettre de continuer à faire ce qu'une économie devrait faire, pour des entreprises produire des choses dont les gens ont besoin, pour les ménages avoir accès à des choses, besoin pour satisfaire les envies et les besoins quotidiens, mais à moindre consommation de ressources écologiques. Est-ce que tu penses que la population est prête à changer de modèle? En Suisse, par exemple, il y a eu cette votation pour la responsabilité environnementale en début d'année. Ça ressemblait à de la décroissance et pourtant, ça a été rejeté à 70% des gens qui ont voté. Tu penses que la population est prête? J'ai beaucoup suivi cette votation et moi, ce qui m'a choqué, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé le projet à l'Université de Lausanne, c'est qu'il y avait très peu de chiffres. Je pense que la population, elle a besoin d'informations concrètes. C'est-à-dire que, par exemple, une information concrète, c'est de dire aujourd'hui, l'empreinte écologique suisse, elle est là et il faut la ramener à ça pour revenir sous les limites planétaires. Ça, c'est la hauteur de la marche. Pour faire ça, ça correspond, les implications économiques, c'est ça, en termes de renoncement productif, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'emploi, en termes de recomposition du tissu économique. C'est ça les choix qu'on a. Pour faire ça, on a plan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. On en discute. Et là, on a des vraies options à prendre. Mais les débats pendant la votation, c'était pas ça. C'était un débat de est-ce qu'on devrait, les limites planétaires, devrait-on les respecter ou non? On n'est pas rentré véritablement dans le concret. Si on arrive dans le concret, je pense que les gens, ils se rendent bien compte de toute manière qu'aujourd'hui, on fait face à un choix. C'est soit on arrive à remettre notre économie un petit peu en proportion avec l'économie de la nature pour lui permettre en fait de survivre sur le long terme, soit cette économie, elle va s'effondrer à un moment donné. Et je pense que personne n'a intérêt à voir l'économie s'effondrer, surtout pas les ménages les plus pauvres, malheureusement, qui sont en première ligne, mais même les ménages les plus aisés, ni les gouvernements, ni les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais intitulé le livre « Ralentir
ou périr, malheureusement, le choix qu'on a, c'est soit une décroissance choisie, intelligente, planifiée dès aujourd'hui, concertée, qui commencerait maintenant, soit un déni de la situation écologique qui nous amènerait à un effondrement subi qui arriverait demain, là, pour le coup, avec des conséquences désastreuses. Et cette décroissance, tu l'appelles de tes voeux dans de nombreux médias, puisque tu es très présent dans le débat public et les médias qui semblent apprécier ta capacité de vulgarisation et tes métaphores foisonnantes. C'est essentiel pour toi de sortir de la tour d'ivoire du monde académique? Ah oui, nous autres chercheurs, c'est vrai qu'on adore écrire des papiers, on adore parler entre nous, mais ça sert à quoi d'écrire des papiers, c'est-à-dire créer des nouvelles connaissances, si en fait personne ne les lit? Ou surtout si personne n'y a accès parce que c'est trop compliqué, parce que c'est mal écrit, parce que je ne sais pas. Donc moi, ma responsabilité, je considère, c'est bien sûr en tant que chercheur de répondre à des questions de recherche, de créer de la nouvelle connaissance, mais ensuite d'activer cette connaissance, c'est-à-dire de venir la donner aux personnes qui en ont besoin pour résoudre des problèmes concrets. Donc c'est pour ça que moi, à l'Université de Lausanne, je suis à mi-temps chercheur et je garde une partie de mon temps pour faire des interventions comme ça qui me permettent de faire de la pédagogie. Mais c'est pas mon objectif, moi, c'est pas de venir vendre quelque chose. J'ai rien à vendre. Mon objectif, en fait, c'est de faire en sorte que les gens comprennent bien les concepts. Ça peut être des concepts de base, comment est-ce qu'on mesure l'empreinte écologique. Je fais beaucoup de choses comme ça. Ça peut être des concepts un petit peu plus compliqués, la décroissance, sa différence avec l'objection de croissance, avec la croissance, avec la post-croissance, avec le post-capitalisme. Parce qu'il y a une littérature foisonnante, je pense que c'est des concepts stimulants, mais il faut bien les comprendre. Et donc, si je vais si souvent sur les médias, et malheureusement, si je continue de revenir, c'est qu'il continue d'y avoir un besoin pédagogique, parce qu'on l'a vu, les préjugés, les malentendus autour de la décroissance sont nombreux. Et moi, ça reste ma première source de surprise. Je pense que déjà avec la croissance économique, moi, c'était ma spécialité avant en tant qu'économiste, et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Vraiment, peu d'économistes peuvent se dire experts de la croissance économique, encore moins savoir vraiment de manière très précise comment calculer le PIB, qui est un calcul extrêmement sophistiqué. Donc on a d'un côté une connaissance qui est très obscure, mais très popularisée dans le sens où tout le monde a une opinion sur la croissance économique. Et de facto, tout le monde va avoir une opinion sur la décroissance. On va demander à une chef d'entreprise, on va demander à un élu, on va demander à une agricultrice, et tout le monde va dire « Ah, moi la croissance, moi la décroissance ». Alors en vérité, ces concepts, ils demandent quand même un certain investissement intellectuel pour les comprendre. Et aujourd'hui, vu qu'on fait face à une situation complexe, on a besoin de mobiliser en fait notre pleine intelligence collective, qui n'est pas seulement une intelligence académique, qui est une intelligence concrète aussi. Mais avant de prendre une opinion, qu'elle soit de « il faut continuer à croître », qu'elle soit que « il faut commencer à décroître », il faut, je pense, vraiment explorer l'intégralité des alternatives. Donc moi, c'est un petit peu ma responsabilité, c'est de montrer ma responsabilité ici, de montrer « ah bah tiens, attention ». Là, regardons, si vous n'avez pas considéré ces scénarios-là, au moins qu'on étende la fenêtre des possibles. On a essayé d'ouvrir un peu la fenêtre des possibles alors avec toi. Bon, en 20 minutes, c'est court, mais on renvoie évidemment nos auditeurs et auditrices à ton livre pour plus de détails. Merci beaucoup Timothée Parric d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Et merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode vous a autant plu que moi, vous pouvez le partager autour de vous, c'est la meilleure façon de soutenir notre travail. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.